tout le monde, hello les parents. Aujourd'hui, je vais commencer une série sur la question de la transmission des valeurs suite aux interrogations d'un parent. La transmission ou la non-transmission est un jour ou l'autre au cœur des préoccupations des parents. Que vais-je finalement laisser à mes enfants en termes financiers, relationnels, éducationnels, moraux ou spirituels? Quelles valeurs vais-je transmettre? Chrétiens d'ailleurs, comme non-chrétiens, s'interrogent comme en témoigne ce micro-trottoir que nous allons tout de suite voir. Les valeurs universelles, je dirais, de tolérance, d'amour, de partage, de croyance aussi, parce qu'on est sur la terre que de passage. Et je dirais voilà, après la fraternité aussi. Ne pas tout donner aux enfants, c'est-à-dire les aimer, mais savoir mettre des limites. Mes enfants, j'ai essayé de leur inculquer ce que je voulais, mais ils n'ont pas tellement suivi, alors c'est assez compliqué. Je pense que c'est important ça d'entretenir un lien de confiance avec ses enfants, mais quand même leur laisser la liberté pour qu'ils puissent s'épanouir et voler de leurs propres ailes, quoi. Savoir mettre des limites pour ne pas tout leur permettre, parce que après je crois que les enfants sont malheureux parce qu'on leur permet tout. D'abord le respect de soi-même et des autres. Ce qu'on doit transmettre, c'est déjà la religion, tout ce qui est respect, éducation. L'obéissance, le respect des anciens, chose qui se perd un petit peu maintenant. L'honnêteté, l'amour de soi, le partage, aimer son prochain comme soi-même, pardonner, et puis être humble, respecter les parents, obéir. Et donc il faut laisser faire ce qu'ils veulent parce qu'on risque de brider leurs dons. C'est comme dans un couple, voilà, il ne faut pas compliquer, il ne faut pas demander pourquoi toi tu as fait ça, pourquoi, voilà, il faut laisser libre, la liberté de choix, quoi. Et là, ça marche très très bien. Oui, ça devient ce qu'on veut. C'est comme un tronc d'arbre. Les branches, elles font ce qu'elles veulent, non? Son expérience, sa culture, et la culture des parents et des grands-parents. La planète, ça paraît d'une évidence. D'abord la culture, d'abord ma propre culture, je transmets aux enfants. Le respect des autres en premier. Le goût de l'effort, c'est très important de transmettre ça aux enfants, et la joie de vivre si possible. Déjà cette transmission des valeurs, cette transmission de notre vision du monde à ses enfants et voilà le sens du bien, du mal, de ce qui doit être fait, d'être toujours quitte avec sa conscience. Le goût du travail, tout simplement. Enfin, et puis quand même la morale, quand même, la bonté. C'est déjà son historique, sa vie, c'est son vécu pour donner des conseils et ensuite les encourager à aller de l'avant et à créer leur propre histoire. Un certain sens de la relativité, de l'humour, savoir prendre ses distances, savoir et aussi être à l'unisson avec l'environnement dans lequel on vit, quoi, surtout pas de repli. Intéressant, non, ce micro-trottoir. D'ailleurs, je vous remercie les Parcours Alpha pour cette vidéo, pour leur excellent travail qu'ils proposent au niveau du couple et de la parentalité. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site www.parcoursalpha.fr pour découvrir les programmes qu'ils proposent. Alors, transmettre une valeur. Une valeur, c'est d'abord une croyance à laquelle on tient particulièrement. Parce qu'on la juge capitale pour vivre, que ce soit de soi-même, pour soi-même ou pour les autres. C'est estimer aussi que tout ne se vaut pas. Et généralement, quand un homme ou une femme décide d'avoir des enfants, ils partagent des valeurs communes. Mais il arrive parfois que la hiérarchie de ces valeurs diffère pour chaque conjoint. Il faut donc réfléchir ensemble, en tant que famille, aux valeurs que nous voulons transmettre et être intentionnel dans cette mise en œuvre. Alors, comment se transmettre les valeurs? Quand l'enfant est tout petit, les notions morales ne sont pas innées. Il n'est pas toujours conscient de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Il arrive qu'il fasse des choses dont il ne réalise pas forcément la portée. C'est les parents qui donnent les bases du bien vivre ensemble, de cette première, j'allais dire, morale.
Et pour cela, bien sûr, la parole, l'explication sont nécessaires. Parce que si on se contente de dire c'est bien, c'est pas bien, ça reste incohérent pour l'enfant. Il faut qu'il puisse se mettre à la place de l'autre. L'importance de l'autre, de se projeter le vis-à-vis, le face-à-face. Donc, si on dit à un enfant qui a pris, par exemple, un camion à son copain, en disant c'est pas bien, il ne peut pas forcément comprendre. Mais si tu lui dis, mais tu vois, si quelqu'un prend ton camion rouge, ça va pas te plaire, et sans te demander, ça va pas être agréable pour toi. Eh bien, là, on fait appel à sa compassion. Il se met à la place de l'enfant qui lui a pris. De la même manière, quand on lui explique que tenir la porte à une personne âgée, c'est poli, il faut qu'on lui explique que on ne tient pas la porte à une vieille dame seulement par politesse. Parce que c'est poli, même si ça l'est, bien sûr, mais aussi parce que la porte est lourde, que cette dame a du mal à marcher, et que si on le fait pas, eh bien, peut-être qu'elle peut se blesser. Et c'est ce message humain et compréhensible qui doit être partagé à l'enfant pour qu'il soit touché, et qu'il comprenne pourquoi, eh bien, on fait pas ces choses. Bien sûr, l'explication et la parole n'est pas suffisante. Elle va de pair avec une mise en acte des valeurs dans la famille. L'enfant, bien sûr, ne peut intégrer ces valeurs que si on lui explique, mais l'enfant apprend aussi et beaucoup par observation et mimétisme. Beaucoup de choses se transmettent de façon inconsciente dans nos attitudes et nos propres comportements. Les valeurs, finalement, elles s'incarnent. Et d'ailleurs, il est difficile de transmettre des valeurs si on ne les porte pas, finalement, en soi. Parfois, même des petites phrases anodines comme « Oh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » ou « Gentil n'a qu'un œil », là c'est plutôt négatif sur la méfiance des intentions, portent un message plus profond, expriment des valeurs, plus qu'un discours qui serait moralisateur. Si les valeurs parentales ne rendent pas heureux finalement, ne conduisent pas à des réalisations positives, l'enfant n'aura pas envie d'adopter ces valeurs. C'est la manière dont nous vivons qui influence en priorité les choix que fait l'enfant. Si nous disons par exemple que Dieu, la prière, l'Église, la vie chrétienne sont des valeurs importantes, mais que ces choses ne prennent pas de place dans notre quotidien, qu'elles sont négligées dans notre vie, eh bien, l'osmose ne va pas se réaliser. Être généreux, partager, respecter les autres, ces valeurs comme le travail, l'hospitalité, la tolérance, la compassion, ne sont pas seulement des concepts, mais elles doivent se vivre au quotidien dans la famille pour que l'enfant puisse en hériter dignement. C'est ce que j'appelle la valeur de l'exemple. Vous connaissez peut-être cette histoire de ce père qui dit à son fils « Bah, tu vois, papy commence à devenir vieux, on sait plus quoi en faire, il nous embête, on va le mettre à l'hospice. Bon, allez, va vite chercher la vieille couverture dans le grenier, on va lui donner. » Alors le fils va chercher la couverture, et devant son père, il la déchire en deux. Alors le père lui dit « Mais quand même, tu exagères. Pourquoi tu as fait ça ?» Le fils lui répond « Ben oui, papa, cette moitié-là est pour grand-père, et je garde l'autre quand ça sera ton tour. » Eh oui, la valeur de l'exemple. Une de ces valeurs qui me semble importante à transmettre, comme nous l'avons vu dans le micro-trottoir qui revient souvent, c'est le respect. Comment inculquer le respect ? Partout et tous les jours, on invoque cette notion de respect, ou plutôt du manque de respect. On parle d'irrespect, on parle d'incivilité. Le respect a disparu des relations sociales entre le patron, les ouvriers, les profs, les élèves, la foule, les policiers, malheureusement aussi dans l'Église et la famille. La valeur du respect est universelle. Chaque être humain, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, son milieu social, son rang hiérarchique, a des devoirs de respect envers l'autre. Le respect est le fondement de toute relation. C'est la reconnaissance par l'autre que nous avons une valeur dont il tient compte. Il est basé sur la conviction que les autres personnes ont autant de valeur et de dignité que nous. Et que leur faire du mal serait intrinsèquement mauvais.
Respecter Dieu, par exemple, c'est reconnaître ce qu'il est et considérer ce qu'il dit. Certaines personnes n'ont pas de cadre relationnel. Elles ne connaissent pas leurs limites relationnelles. Elles vont entrer dans le champ de l'intime sans limite. Elles ne savent pas se situer. Elles ont un manque de respect de notre intégrité, même physique. Dans l'éducation, c'est pourquoi le respect il n'est pas simplement à réclamer, il est à exiger. Nous ne devrions pas tolérer que nos enfants soient envers nous sans considération, nous insultent, nous malmènent. Vous savez que certains enfants vont jusqu'à gifler ou à frapper leurs parents. Quiconque nous manque de respect devrait être exclu de notre champ relationnel. Alors bien sûr, avec nos enfants, on ne peut pas faire cela en les rejetant ou en les évitant quand ils nous manquent de respect. Mais quand même, s'ils nous manquent de respect, et que je le laisse faire, ou que je lui dis « c'est pas bien, va dans ta chambre », et que 5 minutes après, ils reviennent, comme si rien ne s'était passé, puis on lui fait un gros câlin. Il faut manifester que nous sommes fâchés. Non, maman est fâchée, papa est fâché, parce que ce que tu as fait, c'est grave. Et il doit le sentir, même physiquement. Pourquoi est-ce que parfois c'est si difficile en tant que parent de se faire respecter ? C'est ce que j'appelle le cercle vicieux du mépris. Quand une personne a été dévalorisée, méprisée enfant, elle a souvent une pauvre estime d'elle-même. Quand une personne tolère, accepte un manque de respect, c'est qu'elle a peu d'estime pour elle-même. Et une faible estime de soi, eh bien, n'incite pas les gens d'ailleurs à nous traiter avec considération. Et je crois que c'est important de le réaliser. Il semble même que certains, à cause de ça, soient condamnés à revendiquer le respect par une manière coercitive, par les cris, par la force. Ils sont incapables de le susciter. J'impose le respect parce que je sais qui je suis. Je me fais respecter parce que je sais que j'ai une valeur. Et comme parents, nous sommes tenus d'imposer le respect, quitte à sanctionner donc les écarts selon les situations. Alors je vais vous laisser un verset important qui parle de la relation et que certainement nous verrons ensemble dans notre étude des Éphésiens que nous prenons actuellement. Verset 6 de Éphésiens 1-3 dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », le mot « obéir » renferme l'idée d'écouter, de prêter l'oreille, d'être attentif. Cette action décrivait à l'époque le serviteur portier qui devait être attentif pour venir à la porte pour savoir qui avait frappé. Être attentif. Et honorer ses parents nous parle ici d'estime, de mettre à l'honneur. C'est l'idée de fixer la valeur. Cela revient à l'idée de respect. Je respecte mes parents, je leur donne de la valeur, je considère qu'ils ont beaucoup de valeur. L'inverse, mépriser, serait les considérer comme ayant aucune valeur. Obéir s'adresse à des petits-enfants, alors que honorer s'adresse à tous les fils et les filles. Je ne vais pas obéir à mes parents à 30 ans. Par contre, je vais les honorer jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais attention, le respect du latin res picere signifie regarder en arrière. Ça évoque finalement l'attitude à considérer ce qui a été annoncé et admis dans le passé et d'en tirer des conséquences dans le présent. Ce peut être par exemple le respect d'une promesse, le respect d'une parole, d'un contrat. Et ces exemples nous montrent que le respect évoque l'attitude à se remémorer le moment dans lequel l'individu s'est engagé, respectivement à tenir une promesse, à satisfaire des conditions d'un contrat ou alors à se conformer à ses paroles. Donc le respect appliqué à un individu prend alors le sens plus proche de l'estime. Il s'appuie sur l'attitude à se remémorer les actes auparavant accomplis par un individu lorsque ceux-ci sont dignes d'être reconnus. Si je ne me respecte pas moi-même,
si je respecte pas mes paroles, si je respecte pas ce que je dis, si je laisse faire sans rien dire et je dis attention, je vais le faire, mais si tu fais ça, attention à toi, mais qu'il n'y a jamais aucune conséquence, comment finalement je vais créer le respect chez l'enfant? Il va pas se souvenir de ce que je suis, de l'importance, mais aussi de la manière dont je l'ai traité. Si je traite mal mes enfants, ils vont pas me respecter. Ils vont peut-être me craindre, mais pas me respecter. Le respect se mérite, se gagne. C'est pourquoi en tant que parent, eh bien, il faut inculquer cette notion de respect, mais il faut avoir été aussi digne de respect. Et si on se trompe, si on blesse, il faut savoir aussi demander pardon. Ça fait partie de la construction du respect. Alors le respect s'apprend. Les enfants vont apprendre à être respectueux, par exemple, des règles de la maison, puis de l'école, à ne pas se moquer de ses amis, à être poli. Les enfants ne naissent pas respectueux. Je l'ai déjà dit, il faut apprendre. Et ils apprennent le respect de leurs parents et des personnes importantes dans leur vie, au travers, comme je l'ai dit, de l'imitation et de l'enseignement, et surtout de ce qu'on appelle le répétitif, en fait. Alors, je vous ai parlé de cette imitation, il reproduit ce que l'on voit. Le respect est une rue, quelqu'un a dit ça, est une rue à deux voies. Il faut leur montrer du respect. Si je les traite avec respect dont je parle, si les parents font d'eux-mêmes aussi entre eux et avec les autres, ils vont apprendre le respect. Même les petits-enfants, on mérite le respect. Ça signifie que je me soucie d'eux, surtout que je vais éviter de les rabaisser, par exemple, par des déclarations négatives qui pourraient parfois devenir des prophéties auto-réalisatrices. Je me souviens d'un enfant un petit peu agité, et la maman disait « Ah là là, c'est un petit sauvage, c'est un petit sauvage ». Et à un moment donné, j'ai dit « Mais arrêtez de dire ça. Vous êtes en train de lui coller cette étiquette. Il a besoin d'apprendre à canaliser son énergie. » Les enfants qui grandissent dans une famille où ils sont encouragés, soutenus, eh bien, sont plus susceptibles de développer un sain respect de soi et donc un respect des autres. Donc, c'est vrai qu'au départ, les jeunes enfants pensent tout naturellement que le monde extérieur, et en particulier ses parents, existe pour répondre à leurs besoins. Et il faut que, eh bien, dès qu'on le peut, leur enseigner, dès qu'ils peuvent le comprendre, on peut parler avec eux, leur enseigner que frapper, contester, hurler, interrompre papa ou maman n'est pas autorisé. Ils apprennent ces comportements peu à peu. Et à partir de ces premières, leçons, le respect pour les autres personnes vont se développer. Il nous faut aussi réagir en tant que parents avec fermeté, mais sans colère. Il suffit pas de dire « je ne veux pas que tu hurles », mais il faut arriver à le dire avec une voix calme. Malheureusement, comme nous-mêmes nous sommes énervés, eh bien nous crions qu'il ne faut pas crier. « Arrête de crier, s'il te plaît !» mais en fait, on fait le contraire de ce que l'on dit. Il vaut mieux peut-être se calmer, se poser et essayer de le mettre au calme en disant et lui expliquer que cette attitude n'est pas conforme. La Bible dit « Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, c'est-à-dire à la manière du Seigneur. » Élever, ce n'est pas abaisser, ni humilier. Nos enfants ne peuvent être le défouloir de notre colère. Le verbe hériter s'inspire du mot colère, littéralement comme une agitation intérieure qui agite l'âme. Il dénote dans son sens négatif des sentiments violents et passionnés. Et dans le Nouveau Testament, corriger ne signifie pas frapper, mais orienter, rectifier la direction qu'un enfant prend dans ses paroles, dans ses attitudes ou dans ses comportements. Et pour cela, il y a différents moyens qui sont à notre disposition. Il y a les explications, bien sûr, mais on s'aperçoit que ça suffit pas. Il y a des réprimandes, il y a des suppressions de privilèges, comme de sorties, de télé, de jeux vidéo, d'Internet. Il y a des punitions, des corvées, réparer les dégâts, mais aussi une mise à l'écart ponctuelle, cantonnement dans la chambre, et bien d'autres façons, eh bien de corriger pour que l'enfant comprenne, eh bien comment que son comportement, son attitude, ses paroles ne sont pas adéquates. En ce qui concerne le respect, il faut aussi insister pas que sur le négatif, mais aussi sur l'aspect positif du respect, la gentillesse,
l'empathie, l'estime, c'est une façon aussi de manifester le respect. J'enseigne et je démontre l'attention de la bonté envers les autres. J'inculque finalement, naturellement, le respect envers les autres. Si je suis rempli, au contraire, de mépris, de suffisance envers les profs, les patrons, les collègues, les monos, le pasteur, je deviens pour eux un modèle négatif. Si je parle, par exemple, grossièrement à un serveur, je mauguerai contre les conducteurs qui sont un peu lents devant moi, ou si je traite mes propres parents, comme dans la petite histoire que je vous ai racontée, de manière irrespectueuse, ils vont aussi apprendre cette attitude de mépris et de non-respect. Alors, le respect dans la famille, c'est surtout ça qui nous intéresse. Vous savez, j'ai eu 4 enfants. Le Benjamin est encore avec nous, c'est un grand ado. Et je me souviens, quand il avait 7-8 ans, j'étais chez le boucher et Paul me tannait pour avoir une pièce et acheter un skate miniature. Et il s'écrie « Donne-moi 2 €. Parce que j'étais en train de payer. Et la bouchère, avec son franc-parler, c'était une bonne vieille bouchère, l'approche de la retraite, elle dit « Hé garçon, t'as pas oublié quelque chose ?» Alors il dit « Quoi? S'il te plaît ?» Et elle avait raison. Et j'étais un peu gêné, puis j'avais vraiment honte. Et alors que je venais de lui faire peu de temps avant la leçon, vous connaissez ce genre de situation embarrassante. Et je suis conscient qu'avec ce dernier, nous avons peut-être raté quelque chose. Ses sœurs ont toujours été polies, enfants, et à notre arrivée en région parisienne, les repères, le rythme a été bousculé dans la famille, et peut-être que certains fondamentaux ont été négligés, et notre dernier n'a subi plus les conséquences. Et encore aujourd'hui, en tant qu'ado, je suis obligé de le reprendre sur la façon dont il parle aux adultes, à ses professeurs. Il a plein de qualités, mais parfois elles sont gâchées par son irrévérence. Alors, je dis, c'est quelque chose de pas évident, mais en tant que parent, ne baissez pas les bras. Apprenez-leur ces simples mots, simplement de dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour papy, bonjour mamie. Quand tu rentres chez quelqu'un, quand tu rentres dans un magasin, tu prends pas sans avoir demandé, tu te sers pas quand t'es pas chez toi, tu ne sors pas de ta table sans avoir demandé. Vous connaissez la rengaine de ces choses. T'as pensé à faire ton lit, range tes affaires. Ça fait partie du respect, même du respect des choses. À leur apprendre puis-je, excusez-moi, je suis désolé. Toutes ces phrases, j'allais dire magiques, mais qui font partie des expressions extérieures de bonté qui aident notre enfant à fonctionner dans le monde et à construire des relations. Les bonnes manières, même à table, sont aussi une forme de respect pour les autres. Si je mange comme un cochon, je m'en fous des autres, quoi. Je suis désagréable. Je m'en vais, je mets les coudes sur la table, je sors comme ça, j'écoute pas et je suis en train de regarder mon portable. Il ne s'agit pas d'être guindé, il ne s'agit pas de vivre sous l'Ancien Régime, mais il faut un savoir-vivre en famille. Et ça peut être fait sous une forme amusante, plutôt que sous une forme rigide, plutôt interdisante. Quand il nous manque de respect, et dans ces paroles, il faut qu'il y ait des conséquences. Et pour ça, il faut qu'il y ait aussi des règles simples, claires, qui visent à freiner leur pulsion. Par exemple, certaines règles pourraient être dites dans la famille. On ne dit pas des injures, on ne parle pas méchamment à l'autre. On écoute l'autre avant de parler. On n'utilise pas les affaires d'un frère ou d'une sœur sans avoir demandé. On trouve une manière respectueuse à dire à quelqu'un quand il nous ennuie. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut travailler ensemble en famille. Et du coup, les enfants savent ce qu'on attend d'eux. Ils sont punis s'ils enfreignent les règles. Et ils sont encouragés aussi et félicités quand ils les respectent. Ah, c'est bien, tu as demandé à ton frère, ta sœur, oui, c'est bien, tu as dit que tu n'étais pas content ou fâché, mais tu l'as dit d'une bonne manière. Un des plus grands défis pour nous en tant que parents, c'est de traiter les gens avec qui nous sommes en désaccord. Et nous avons du mal à ça en tant qu'adultes. Et il y a quelques bases qu'on pourrait aussi apprendre dans la famille. Apprendre à respecter les opinions des autres. Et ça, c'est quelque chose de fort à vivre en famille. Apprendre aux enfants à être respectueusement en désaccord. Il y a des versets très clairs. Ne pas juger les gens dans Matthieu 7 avant d'apprendre à les connaître. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, Matthieu 7, 12.
Écoutez attentivement avant de vous lancer dans une argumentation. Vous avez beaucoup de proverbes là-dessus. Proverbe 18-13 qui dit « Réponds ». Qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Ou Proverbe 15-28 ou 29-20 dit qu'il faut être lent à parler pour réfléchir avant de répondre. L'homme honnête réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que lui. Donc vous voyez, tous ces versets nous permettent de dire oui, je veux apprendre à respecter les opinions des autres et je réfléchis avant de parler et avant de répondre. Si vous êtes traité de façon irrespectueuse, qu'on puisse savoir dire à la personne « je n'apprécie pas la façon dont tu m'as parlé ». Et finalement d'utiliser un ton plus respectueux et attendre aussi peut-être qu'elle ait fini de parler avant de parler pour qu'on ait une vraie discussion. Alors bien sûr, le terme du respect est tellement riche qu'on pourrait rester des heures à parler là-dessus, sur le respect des affaires, le respect des aînés, le respect de l'environnement. Cela mériterait certainement d'autres vidéos, mais j'aimerais m'arrêter là et j'espère que ces quelques principes vous aideront à transmettre des valeurs, en particulier celle du respect à vos enfants. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos suggestions à la nouvelle adresse parents en question @eedc.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vidéo ou simplement personnellement par retour de mail. À la semaine prochaine!